Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au symposium Pensée plurielle, recherche scientifique et réseaux sociaux, savoir se raconter sans trop enjôler. L'idée des symposiums Pensée plurielle a vu le jour il y a maintenant quelques années. J'y avais pensé car je trouvais l'idée d'encourager les discussions scientifiques hors communication habituelle fort intéressante. Car elle permettait d'inviter des spécialistes pour discuter et débattre d'un sujet lambda en favorisant l'échange d'arguments. Une manifestation hautement scientifique dans le sens où le ton de la parole passe au second plan, pour laisser place à la dimension qualitative d'une réflexion. Un premier symposium a déjà eu lieu en 2019, au sujet du domaine de la traduction entièrement en présentiel. Un second au sujet de l'enseignement à distance à l'ère du coronavirus, entièrement distanciel. Le troisième, celui d'aujourd'hui, est hybride et le thème s'articule autour de la progression scientifique, carrière scientifique que nous opposons à la production scientifique, hélas, une nouvelle équation grâce ou à cause des réseaux sociaux. La progression scientifique du chercheur implique un impact sur sa discipline. Cet impact, à son tour, le rend visible et cette visibilité ne fera qu'accroître cet impact. Cette progression se fait généralement à travers des travaux très rigoureux que nous appellerons ici recherche de haute qualité. Publication dans des revues internationales indexées, scientifiques indexées, communication lors de manifestations scientifiques d'envergure, brevets, etc. Cette visibilité dont il est question ici, qui jusque-là n'était possible qu'à travers des canaux scientifiques très régulés, est devenue presque à la portée de tous, grâce ou à cause de réseaux sociaux de masse génériques, Facebook, Instagram et à moindre mesure les réseaux scientifiques dits spécialisés, ResearchGate, LinkedIn et Academia. Conséquemment, les utilisateurs en amont de ces réseaux sociaux créateurs de contenu tendent à supplanter les instances scientifiques de publication classiques régulées auprès d'un lectorat et une audience matraqués par leurs autopromotions. Nous employons à juste titre le concept de régulation qui renvoie, selon Edgar Morin, à un ensemble d'éléments d'actions ou d'individus qui s'organisent au sein d'une entité afin de poursuivre une certaine finalité. Ce nouveau phénomène, que nous ne qualifions ni de force ni de faiblesse, s'apparente beaucoup à celui d'influenceurs. Il pourrait donc constituer un danger sur l'équilibre entre ceux qui investissent leur temps à la recherche scientifique et à leur image, et ceux dont l'image importe moins, ou alors l'impact importe moins, mais dont les travaux sont tout aussi intéressants, s'inscrivant même dans la recherche de haute qualité. De surcroît, à l'ère du Web 3.0, l'apparition du processus des JNF, jetons non fongibles, certificats numériques, comme pis-aller ou concurrents au système conventionnel de copyright, constitue une pratique en ascension qui mérite débat et étude. Ne serait-il donc pas intéressant de réfléchir à ces questions afin d'alerter sur d'éventuels dangers ou peut-être de rassurer sur une telle façon de faire? Nos invités sont là pour aujourd'hui, pour débattre, pour donner leur avis sur la question. J'accueille donc Madame Rania Wahmish, professeure des universités, faculté des langues étrangères, Université Oran 2, vice-présidente de The Association of Professors of English and Translation at Arab Universities, Jordanie, éditeur en chef de la revue Translangue depuis 2015, directrice du laboratoire Traduction et Méthodologie depuis 2021, titulaire de 3 baccalauréats, 3 licences, 3 magistères et de 2 doctorats, auteur de 32 articles internationaux dans le domaine des langues et de la traduction. J'accueille également Madame Iman Mahmoudi, titulaire d'un doctorat sur la traduction juridique, administrateur de page Facebook et de groupe d'un compte LinkedIn de plus de 100 000 abonnés, le tout. Monsieur Hossein Al-Khoudben, titulaire d'un doctorat sur la traduction audiovisuelle, consultant communication, branding et copywriting. Madame Nasserine Boukhalfa Louli, maître de conférence Institut de traduction, Université Alger 2, titulaire d'un doctorat en traductologie, domaine de recherche pluridisciplinarité, interdisciplinarité, transdisciplinarité en traductologie, s'intéresse à la traduction littéraire. Parmi des œuvres traduites, Essay Djebar, Saïd Elmi, Rachid Khattab, auteur d'un article État des lieux de la traductologie en Algérie aux éditions Garnier à Paris. Monsieur Abdelwahab Dakhia, professeur des universités, président du CPND, domaine de recherche littérature française, auteur de nombreux articles internationaux au sujet de l'interculturalité, de l'altérité et de la coautorialité. Monsieur Mohamed Yassine Taïbi, doctorant dans l'offre pluridisciplinarité et traduction, auteur d'articles internationaux, domaine de recherche dissonance cognitive chez le traducteur. Je vous invite, messieurs, dames, à débattre sur les axes impact des réseaux sociaux sur la recherche scientifique, visibilité des chercheurs à travers les réseaux sociaux, analogie entre droits d'auteur conventionnels et les jetons non fongibles pour les publications sur les réseaux sociaux. Je commence à donner la parole à Dakhia Abdelwahab, ensuite à Rania Wahmish, pour débattre sur la question de la redéfinition du concept chercheur. Messieurs, madame, qu'est-ce qu'un chercheur? Je tiens tout d'abord à
vous remercier de m'avoir invité à ce débat scientifique concernant la recherche et les chercheurs. C'est vrai que la question est importante dans le domaine de la recherche. Qu'est-ce qu'un chercheur? N'attendez pas que je réponde à cette question et de donner réponse, mais beaucoup plus à complexifier la chose. Pourquoi? Parce que le chercheur aujourd'hui s'inscrit dans cette évolution technologique, dans cette mondialisation, globalisation. Donc son métier devient de plus en plus complexe. Et de là, bien sûr, cette complexité de la définition a un rapport avec son métier, parce que chacun se définit par rapport à son métier. Donc ce métier qui exige et qui nécessite que ce chercheur investit tout son être et tout son avoir pour un devenir ou bien pour une certaine identité d'être chercheur. Parce que le fait d'être chercheur n'est pas donné à tout un chacun. Donc, ça exige qu'il y ait, bien sûr, formation, lecture, etc. De là, bien sûr, donc, parce qu'aussi, en tant que chercheur, c'est un être humain. Et comme tout être humain, il est caractérisé par une certaine communicabilité, par une certaine sociabilité, et de là, le phénomène de la communication et son ampleur est omniprésent, pour ne pas dire présent. Donc, il cherche à communiquer, il cherche à, bien sûr, à plaire à l'autre, il cherche à donner, bien sûr, surtout à donner, parce qu'il est difficile de donner aujourd'hui. Donc, il cherche une place dans cette communauté scientifique. Il cherche à s'approprier aussi une place. Maintenant, le comment s'approprier cette place. Donc, il est question, bien sûr, d'une place déterminée où l'échange, l'interaction et surtout le partage sont les maîtres mots. Et maintenant, sont les maîtres mots, tout simplement, cela nécessite aussi qu'il y ait production d'un discours approfondi et un discours des plus complexes aussi. Le chercheur agit par conséquent. Parce qu'il y a le dire, certes, il y a le faire, mais il y a surtout l'agir. Donc le chercheur agit, bien sûr, il agit donc sur son objet. Et cela nécessite une certaine réflexivité, une certaine distanciation, parce que l'objet, donc il y a un autre phénomène, celui bien sûr que le chercheur, donc il y a toute une subjectivité, que son objet sera traversé, sa recherche sera traversée par toute une subjectivité. La recherche, dans ce cas, signifierait bien sûr aussi la réponse à un besoin. Mais c'est un besoin bien sûr qui est un besoin beaucoup plus intrinsèque qu'extrinsèque. Ce n'est pas bien sûr pour tout simplement un diplôme, pour avoir par exemple un diplôme, pour participer à une communication, pour etc. Donc c'est un besoin intrinsèque et bien sûr en plus qu'il y ait ce besoin bien sûr extrinsèque. Le métier de chercheur demeure celui qui a question à tout et non pas réponse à tout. Donc c'est s'interroger et surtout interroger les concepts en les contextualisant. Par conséquent, il devient cet investisseur, il devient cet entrepreneur, il devient surtout, bien sûr, ce metteur en scène et, bien sûr, ce scénariste. Donc, voici ce que je peux dire sur cette question et sur la définition, ou bien sûr, la réflexion et beaucoup plus sur penser un chercheur. Pour s'inscrire, bien sûr, dans ce symposium de pensée plurielle. Right, thank you, Dahi Abdulwahab, for this reflection about a redefinition of the researcher, in which you have focused on many points. But I think that since our symposium subscribes in a plurality of thinking, a plurality of reflection upon a specific topic or specific subject matter, I think that the redefinition of the researcher as a concept should be located or oriented in accordance to the new technological advancements and this technological revolution in terms of globalization. So the researchers should be defined on a number of parameters, among which I insist on three factors: identity or identification, communication, and impact. And the impact should be reduced to monetary concerns, i.e. the financial part of the job. So I think that the researcher should be redefined as an identity constructor, meaning that he builds a new identity, and here I mean an e-identity.
an reputation, and that we develop the notion later on, but these are the item that I should focus on. For the communication, since you've talked about communication here, I will tackle communication differently. I mean by communication how to communicate the result of a scientific academic research to a specific public. Since we are subscribing within social networks of two types, generic and non-specialized or specific or specialized networks, where we situate ourselves as researchers and where we locate the know-how that we know that we have constructed during our career within this space. Here I mean the virtual space. Let's move to the financial part of things. When we do something, we have a job. It means that we have to gain something, that we have to situate ourselves here in dichotomy of gains and loss. So when we subscribe in this new space, this virtual space, what are the gains? We have to ask ourselves what are the gains and what we lost. The loss and the gains will be developed later when we talk about the open access policy and the visibility of the researcher. Here I insist on one point, which is the transformation. I think that the redefinition of the researcher should be determined by the transition from a regulated, high-quality type of research to a new type, hybrid type, how to call it, or a more vulgarized type of research that should be disseminated via the social networks, mainly Facebook, LinkedIn, and Instagram. So I think that the concluding remark that we should come up at the end is that the researcher passes through different stages, from a new identity constructor to communicator to a marketing designer to end up as a surfer. Merci pour vos interventions. Je souhaiterais rebondir sur cette association que je trouve absolument représentative d'une nouvelle réalité. Je donne la parole à Nessrine Bouchalfanouli pour nous dire jusqu'à quel degré le chercheur algérien est-il surfeur. Madame, vous avez la parole. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation et je vous remercie pour m'avoir invité à participer à ce débat et à ce symposium pour parler de cette redéfinition du chercheur qui aujourd'hui, on parle de surfeur. J'aimerais apporter quelques chiffres sur la moyenne d'utilisation d'Internet par une personne lambda qui est de 6h58 selon les dernières statistiques. En Algérie, on compte 27,28 millions d'utilisateurs, dont une grande majorité de chercheurs qui appartiennent au milieu universitaire. Donc, pour revenir à la définition de Rania Ouhmich et de Abdelwahab Dakhia du chercheur, c'est une personne qui, dont le métier consiste à faire de la recherche scientifique, qui se matérialise à travers la conception et la création de connaissances, de produits, de méthodes ou de systèmes. Cette activité très exigeante en matière de qualité est littéralement chronophage. L'utilisation d'Internet est aussi chronophage. Les chercheurs tentent d'optimiser ce temps de recherche, le temps passé à la recherche d'une vérité à travers Internet et tout particulièrement à travers les réseaux sociaux. De là est née une activité humaine qui jusque-là passait par la lecture sur support papier. Les chercheurs traditionnellement faisaient leurs recherches en bibliothèque, lisaient des livres, etc. Aujourd'hui, ils passent la majorité de leur temps à faire leurs recherches sur Internet et ils passent aussi leur temps sur les réseaux sociaux. Ça a donné naissance à une activité plus généralisée qui est à la portée de tous. Surfeurs sur Internet. Les chercheurs, au même titre que les autres individus de la société, passent le plus clair de leur temps sur les plateformes à filtrer, à choisir, à sélectionner, finalement une optimisation qui s'est avérée pas toujours réussie. Cet échec se traduit par une communauté de chercheurs surfeurs dont la qualité et l'authenticité des résultats, qui étaient autrefois une priorité, se retrouvent relégués au second plan. La réputation du chercheur se faisait autrefois à travers ses publications de qualité dans des revues internationales, etc. Je vous rassure, ce n'est pas toujours le cas, mais la tendance existe bel et bien. Le chercheur algérien,
de par ce recours massif à Internet, au même titre que les autres chercheurs, se perd parfois dans les méandres d'une toile hypnotisante. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une toile qui est chronophage. Elle prend beaucoup de temps à l'individu. De là, il se perd parfois. Il devra accorder toute son attention car il est devenu plus facile de mal faire. Cette facilité d'accès aux informations est souvent biaisée, a nourri des ambitions d'une génération vorace de réussite non régulée et hors canaux conventionnels. La réussite, comme je l'ai dit, passait avant, ou la progression passait avant par des publications de qualité dans des revues très sérieuses. Aujourd'hui, beaucoup sont plus présents sur les réseaux sociaux, qu'ils soient génériques ou spécialisés, et se perdent un petit peu dans dans cette ambition vorace de réussite. De là, nous nous posons la question sur l'intention de certains chercheurs algériens. Devrions-nous dire sur leur intentionnalité? Je vous remercie, Nasrine Moukhalfa, pour vos explications. Vous évoquez à juste titre le concept d'intentionnalité, j'ai envie de dire intention ou intentionnalité, deux concepts nuancés en matière d'intentionnalité du chercheur algérien. Peut-on parler d'une carrière ou d'une progression scientifique? Abdelwahab Dakhia, vous avez la parole. Distinguer entre l'intention et l'intentionnalité serait très difficile. Donc je vais voir les choses sous un autre angle. L'angle, bien sûr, de l'intention comme dessein, comme finalité, comme projet à réaliser. Alors que l'intentionnalité, à mon avis, bien sûr, serait ce processus, cette démarche pour arriver, bien sûr, à réaliser son projet, sa communication, son article ou sa thèse, son mémoire, etc. Donc c'est pour cette raison que je me mets, bien sûr, dans cette perspective de recherche, et par là, bien sûr, je fais allusion surtout, bien sûr, à la communication, et là, tout simplement parce que la finalité, bien sûr, du projet demeure bien sûr le fait d'agir sur l'autre. Maintenant, l'autre du projet, de l'article, etc., parfois il est le directeur de thèse, parfois il est l'éditeur, parfois et surtout, c'est surtout le lecteur. Donc tout un chacun, tout chercheur essaie de convaincre cet autre pour, bien sûr, le persuader, pour le convaincre, et surtout pour qu'il l'accepte et accepte son article. Parce que l'objectif, l'intention, c'est que l'article soit accepté, et pour qu'il y ait acceptation, surtout de ce chercheur dans cette communauté, bien sûr, scientifique. De là, bien sûr, j'ajouterais aussi que, donc, il est question beaucoup plus de cette... Vous m'excusez un peu. Donc, il est question, bien sûr, d'une certaine ipséité, donc de soi-même, chercheur, à la rencontre de cette altérité de l'autre, qui est son éditeur, son lecteur, son directeur de thèse, parce que, qu'on le veuille ou non, entre directeur de thèse et doctorant, il y a entre éditeur et, bien sûr, producteur de texte, ou producteur, bien sûr, il y a, qu'on le veuille, un conflit, bien sûr, culturel, un conflit entre mon intention et l'intention de l'autre, parce qu'il y a la rencontre, bien sûr, de cette, disons, des intentions. L'autre qui attend de moi que je produise et choses, alors que moi j'ai d'autres choses à produire. Donc là aussi c'est la rencontre des intentions sur lesquelles bien sûr je voudrais attirer bien sûr votre attention. J'ajouterai surtout que toute intentionnalité, tout projet a comme sous-bassement le choix bien sûr et la sélection. Le choix et la sélection, et grâce à ce choix, à cette sélection, cela agisse bien sûr sur l'autre. Et là, il y a le dire, le faire et surtout l'agir sur l'autre. Abdelwahab Dakhia, merci à vous. Autant le choix relève de la conscientisation de la typologie des réseaux, autant la sélection relève de la technicalité. Rania Wahmish, qu'en pensez-vous? Mohamed Yassine Taibi, vous avez la parole tout de suite après Rania Wahmish. Well, I think that when we talk about the selection of the social networks that we should adhere to as researchers, I should stress on the point of intentionality before talking about the consciousness raising. The researcher we should raise the consciousness among researchers about certain facts. But these facts concerning the social networks, be they scientific or non-generic,
should be categorized on a number of parameters. First of all, the first idea is what to do, how to do it, where do you put it? Because as a researcher, so we have to question ourselves. We have a research, what to do with that research, we want to share it. If we want to share it with whom, so I have to emphasize or give a particular attention to the public that I target, the target public that we call it. So the way we share it, where to put it, so which platform, what are the platforms, what are the functionalities I should make a research on that, what are the functionalities, what are the metabases concerning certain platforms, blogs, scientific blogs, and other social networks. So this is the idea behind this issue, so the selection. What are, first we have to know a list, we have to give to the researchers a list of, a listing of the main social networks designed for scientific purposes, not for generic purposes. Then what are the shortcomings and what are the points of strength? Now when I have to locate myself, I have to get this idea first. I have to know this platform, what are its shortcomings, to locate myself, whether I use it or not. The second point is that we have to work tremendously on the prejudices, representations, and the perception of things. So Facebook receives a sort of skepticism. We don't, as researchers, as teachers, researchers, we don't accept to be put on Facebook. This is the skeptic part of the things. So this representation starting from the negative point of view. So these are prejudices that we have developed on the basis of certain experiences. I'm not a blogger, I'm not an adherent to Facebook, so just I listen to what others said about their experiences, and generally they are bad. These representations are bad, so when we react, when we raise the consciousness, we have to react on these things. So we have to change the mentalities, we have to change the vision of the researcher as a communicator. We talked about communication, what to communicate, how to communicate his research to a specific public. Since the social networks englobe different categories, not only scientists and researchers, I mean that we have to set a number of priorities, a number of parameters that allow us to make the selection. When I select, I have to know what to do before. I have to establish my objectives, what I want to do with my research. Then looking for the way to publish it, the way to make a marketing for it, which means that we have to move from the state of an invisible man, an invisible researcher, to be visible via certain tools, which are the social media in general, all categories. I will not focus on a particular category here, but the main work is this sensibility or consciousness raising about this factor. I move now to another idea relevant to the same issue, which is the identification that I talked about before, how to construct his or her identity on the web. And this is alarming. We have professors at university level in different specialization, different fields, and as an editor-in-chief, we are astonished, we encounter a tremendous problem. This is crucial, I find it crucial, really crucial. When you look for the H-index, the I-index, for relevant to this researcher, we don't know it. Though the researcher, I'm talking about the Algerian researcher, not the international well-known researchers. And this is a pity because someone, as a researcher with 40 publications or more than 100 publications with no ORCID identifier, he doesn't know how to give a value
to his work. It means that his work, his research is not shared with others. It is imprisoned within a space which is paper-oriented space, meaning that we read it, we don't have this interactivity, so we don't know you. Sometimes we do not know each other. Sometimes we meet in some congress, in some symposium abroad, and we don't meet in Algeria. As a researcher, we don't have this e-identity. When we want to write a paper, we are not able to know what is the meaning of the DOI, which means that as an editor-in-chief that I have to, it's a time consuming. It means I have to make efforts to explain to the author what to do, how to write an abstract, how to put the ORCID. They do not know what is an ORCID. It means that I have to make research on Google or other websites, just to explain to the author what is the identifier. So normally these things should be acquired already. These are prerequisite in the domain of academic research and scientific research. And this is just one of the things. The researchers should develop the self-esteem. You could not pass to or move to the persuasion. You could not pursue clients. That we become consumers. We are the products. We are not researchers on the web. We are products. As a product, we have to make the marketing of such product, and we have to pursue the clients to follow us, what we call the followers. So we have to develop some strategies. We have to develop some knowledge in the field, mainly in the self-actualization. What I want to be. This is what we call the self-actualization. As a researcher, I move to the state of communicator. I will communicate with it's not a large public, but in the beginning we start with a small public, knowing the different functionalities of such a network, its shortcomings, and then taking an action. So in this action, so we focus on self-actualization, what I want to be. And here I should focus on functionality. So there is a real problem, there is a real breakthrough, there is a gap. Since our researchers are not able to get just an e-reputation, an identifier, how come that we have to ask them to know about the functionalities? And I think that TAIBI is have the prerequisites to talk about the practical side and the technicality of things. Je vous remercie, Amir Wahmish. Je salue tous les participants ici présents. Pour m'inscrire dans la ligne d'idées de Wahmish, donc, quand on parle de technicalité de choix, le choix de l'utilisation de tel ou tel réseau social, bien sûr, dépend de toute évidence de plusieurs facteurs. Donc, entre ces facteurs figure l'adéquation entre les caractéristiques du réseau social lui-même et la cible visée, c'est-à-dire l'audience potentielle. Or, ce réseau social qui fonctionne à la manière d'une base de données, disons, si je peux avancer cette terminologie, toute manifestation informatique, elle a derrière une sorte de base de données. Ces réseaux donc, tendent à être de plus en plus interopérables. Il y a une certaine interopérabilité entre les réseaux sociaux, à la manière des bases de données, bien sûr. Cette interopérabilité qu'on peut qualifier d'adéquation entre les réseaux sociaux eux-mêmes. Dans le jargon des informaticiens, on parle dans ce contexte de mashup. Pour être plus technique, c'est-à-dire pour respecter la terminologie des informaticiens, on parle des API graphes. Les API graphes, c'est une sorte de carte qui assure des interfaces entre les réseaux. Donc, dans cette ligne d'idées, les contenus sur les réseaux sociaux, même à travers plusieurs plateformes, c'est-à-dire, citons par exemple Facebook, Instagram, sont deux réseaux distincts, mais il y a un lien assuré entre les deux plateformes
à travers cette interopérabilité, à travers cette technique de relier les réseaux, et permettant aux utilisateurs de passer d'une plateforme à l'autre le plus facilement du monde. À notre ère, la publication scientifique, le travail des chercheurs scientifiques, la publication en général, tend à se numériser, elle est de plus en plus numérique. Donc, ce cumul, à son état brut, on ne peut pas le qualifier de base de données. Donc, on ne peut pas l'assimiler, c'est-à-dire on ne peut pas voir un point de force à un cumul de publications scientifiques sans structure. Alors, il a fallu passer à l'état d'une base de données. Ce phénomène a été évoqué déjà bien plus avant l'apparition des réseaux sociaux tels qu'on les connaît de nos jours. Déjà en 1994, il y a un certain Sperber McQueen, qui a parlé de 3 fonctionnalités nécessaires dont la présence est indispensable en ce qui concerne les publications scientifiques pour que ça s'inscrit dans ce qu'il appelle serious scholarly work, ce qui coïncide avec notre concept de recherche de haute qualité. Parmi ces fonctionnalités, on cite l'accessibilité sans conditions techniques inutiles. Donc, toute condition inutile, bien sûr technique, devrait être éliminée pour assurer cette interopérabilité déjà à l'intérieur des plateformes, entre les plateformes, etc. Il s'ajoute à cela que la fonctionnalité de veille électronique constitue une sorte d'interopérabilité entre les plateformes. Et ça rapproche en efficacité, bien sûr, les réseaux sociaux, plutôt les plateformes, à l'efficience des réseaux sociaux. Elles ne sont pas plus efficientes de nos jours, mais ça reste toujours un but auquel aspirent les éditeurs et ceux qui gèrent les plateformes. Et les concepteurs, bien sûr, les concepteurs des plateformes. Donc, tout cela s'inscrit dans une technicalité de choix de réseaux sociaux. Cette interopérabilité a pour principale finalité d'assurer une visibilité. Donc, d'assurer une visibilité aux chercheurs sur les réseaux sociaux. Je tiens à clarifier un point, c'est que les réseaux sociaux, les réseaux de publication scientifique ne constituent pas deux systèmes distincts. On peut parler d'un continuum, c'est-à-dire un réseau de publication scientifique peut être un réseau social, même générique, peut être un réseau scientifique, dans une relation qu'on peut qualifier de complexe. Mais le but final, c'est toujours une visibilité. Je vous remercie. De la visibilité constitue-t-elle, avec un open access, un enjeu majeur pour la recherche scientifique? Iman Mahmoudi, Ramia Wahmish, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie pour cette aimable invitation. Effectivement, la visibilité de la production scientifique génère de nombreux enjeux, tant pour les chercheurs et les unités de recherche que les universités. Cette visibilité représente un impact multidimensionnel, direct et indirect. Il serait judicieux, par contre, de commencer par l'impact indirect, qui représente l'ensemble de processus de recherche dont l'objectif principal est la production de connaissances nouvelles. Quant à l'impact direct, comme on est dans une optique de visibilité de la production scientifique, les résultats obtenus d'un point de vue de visibilité sont diffusés sous diverses formes en open access, ouvrages, conférences, articles. Et comme vous pouvez le savoir, au cours des dernières décennies, la recherche a évolué et s'est complexifiée.
Et les supports de communication se sont multipliés. On ne parle plus maintenant de revues traditionnelles format papier, mais on parle beaucoup plus de blogs, de plateformes et de réseaux sociaux, tout comme Facebook, Instagram, YouTube et j'en passe. Donc on est face à une inflation de production scientifique où il est devenu plus que nécessaire l'adoption de stratégies de valorisation de l'activité scientifique, où on est amené également à respecter la propriété intellectuelle dans le cadre d'une création d'une identité numérique communément connue par IDN, c'est-à-dire une identité numérique. Well, just to comment on what Mahmoudi stated before on visibility and open access, I think we have to stress another point that open access has a good side and have another negative side. So the open access certainly, surely will give researchers the opportunity to make their works visible. It means that even the researcher will be visible, he will be or she will be well known among the target public after selecting a number of platforms and social networks to which they adhere. But the problem of the open access policy is that there is an emergence of a new category of researchers. These researchers, in terms of the qualifications needed for a scientific and academic research, is not attained, because sometimes we find some bloggers, some individuals, sometimes they do not have the qualifications, they are master students, sometimes they're just preparing their doctoral dissertation, but they have a real impact on social media. Conversely to professors who have passed half of their lives and their career in university in different scientific manifestations, national or at the international level, but they are not visible. So visibility is conditioned by open access, but open access also provide us with this visibility, but at the same time, there is another facet of things which is badly perceived and conceived. So here, when we talk about open access, it means that we find everything, with everything and nothing at the same time. Sometimes we find some papers without titles, without links, without they are not even identified. So who has written the paper? We don't have the name. The way the paper or the work is structured on the web is not really obey or correspond to the norms, the norms in terms of technicality, in terms of scientific criteria. So this is a real problem. So, the emergence of such category, which becomes really increasing, and this category has great influence on society. So I think that we have to stress on that, and we have to reflect on this point, asking ourselves, interrogating on the real motive behind the emergence of such category. So here, as an answer, is not the ultimate answer, but I think if there is a new category that emerged, because the second category let her place to the other ones. Since we became, as a non-academic researcher, have this impact on the web, it means that the other part, l'autre, the other, did not participate effectively to make into practice or to highlight the different works he has realized during this particular period of time. So here, this policy of the empty chair that have two connotations. First of all, politically speaking, when we talk about this policy of the empty chair,
which means that in politics it has another significance. It means that we have to let the chair empty to paralyze decision making. But in research, it's the other way around. We don't paralyze. We give the chance to this new category to emerge, to substitute our profile, to substitute our identity, to take our place. That's the whole question that we should focus on. Agir sur les mentalités peut être parmi les solutions atténuantes des risques de la chaise vide. D'autres facteurs seraient peut-être à évoquer. Iman Mahmoudi, Abdelwahab Dakhia, Rania Ouhmish, nous écoutons vos avis sur la question. C'est une très très bonne question. Agir sur les mentalités peut réellement être une solution. En fait, au jour d'aujourd'hui, le chercheur doit construire, comme dit au préalable, son identité numérique. Donc il est fortement recommandé d'avoir une démarche proactive afin d'assurer la visibilité scientifique. Et donc, savoir maîtriser son identité numérique représente un atout majeur pour le chercheur. Donc, cette identité numérique représente l'ensemble des traces numérisées et digitalisées qu'une personne ou une collectivité laisse sur la toile, c'est-à-dire sur les sites internet. On parle là maintenant de contenu qui se trouve sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche. Donc ces données sont collectées à titre d'exemple par Google, donc qui trouve des informations qui sont comme ça en open access. Donc ces informations qui sont connectées en open access représentent un énorme atout pour le chercheur, et qui peuvent l'aider à avoir une influence et un impact sur sa e-réputation, c'est-à-dire sur sa réputation sur les réseaux sociaux et sur la toile. Donc cette image en open access se crée par le biais de réseaux sociaux qui permettent d'avoir une présence en ligne, comme je viens d'expliquer. Donc, et on peut distinguer 3 types d'identité numérique. Donc nous avons une identité numérique calculée, une identité numérique déclarative et une identité numérique agissante. Donc dans notre cas de figure, donc comment on se contextualise dans le cas de la recherche scientifique, donc le type d'identité numérique qui peut y avoir impact sur la e-réputation d'un chercheur, il s'agit bien d'une identité numérique déclarative. En agissant sur les mentalités avec une identité numérique déclarative, on doit passer par 3 créneaux essentiels. À titre d'exemple, les publicités scientifiques, la création de contenu et se faire herméneute. Se faire herméneute, donc ce point-ci, donc c'est se mettre dans la peau et l'esprit du récepteur. Et pour ce faire, on doit nécessairement passer par 5 étapes essentielles. Donc j'ai 5 éléments qui regroupent premièrement un espace virtuel, c'est-à-dire se doter d'un compte. En choisissant un compte Facebook, Instagram ou YouTube, c'est-à-dire il faut choisir convenablement son créneau ou son canal de transmission d'informations et de savoir. En second lieu, on a une identité, d'accord, c'est-à-dire on choisit soit un pseudonyme ou bien on travaille avec ses propres coordonnées. En troisième lieu, on a une communauté. Donc on a besoin d'une communauté à qui on s'adresse avec notre savoir. Quatrième lieu, on a une autorité. Cette autorité se caractérise par quoi? Elle se caractérise par le fait de savoir transmettre ces informations scientifiques. Et au 5e lieu, nous avons l'influence, c'est-à-dire, je sous-entends par l'influence par l'esprit de fidélisation, c'est-à-dire comment fidéliser cette communauté avec mon autorité de savoir transmettre. Donc, si on dispose de l'élément 1 qui est un espace virtuel et l'élément 2, c'est l'identité numérique, donc je dois agir sur le 3e et 4e élément. Donc le 3e élément c'est la communauté et le 4e élément c'est l'autorité, afin de fidéliser en 5e et dernière position. Donc c'est le point de la fidélisation. Il s'agit donc de pouvoir suivre une stratégie de communication dans le domaine scientifique, visant à choisir et à mettre en œuvre les actions requises. Donc pour choisir une action requise, il faudrait cerner une bonne stratégie de communication pour un chercheur, donc sur les réseaux sociaux, ce qui va lui permettre justement d'avoir une vision sur le moyen, court et long terme. Merci Iman Mahmoudi.
Donc je rebondis sur tout ce que vous venez de dire, concernant bien sûr l'influence, concernant l'agir sur les mentalités. Mais avant d'agir sur les mentalités, je pense que c'est l'agir sur sa mentalité. C'est-à-dire que le chercheur doit agir lui-même sur sa mentalité. Parce qu'il y a des chercheurs qui refusent le changement vis-à-vis bien sûr de tous ces réseaux sociaux, etc. Donc je pense qu'il est question de construction, de destruction et de reconstruction de son identité, de soi-même, bien sûr, surtout bien sûr pour construire cette identité dont vous avez parlé concernant l'identité numérique, qui surtout agissante, qui agit. Donc il est question aussi d'une remise en question de ses propres pratiques, d'une certaine praxis de ce chercheur. Donc c'est une prise de conscience bien sûr de son importance, de son action sur bien sûr autrui. Vous avez parlé aussi donc de la question de se mettre dans la peau de l'autre, mais avant de se mettre dans la peau de l'autre, donc il faut agir sur sa propre mentalité. Parce que là, il est question de changement de vision du monde, changement de représentation bien sûr concernant ces réseaux sociaux qui sont des moyens bien sûr pour arriver à l'autre et pour pouvoir agir sur l'autre et pour bien sûr surtout permettre ce qu'on appelle aujourd'hui le commerce intellectuel. Un commerce intellectuel où le co a cette signification, le co qui signifie bien sûr l'avec. Mais l'avec, l'autre, avec, bien sûr. Donc ça nécessite aussi, certes, le chercheur a une culture qui lui est propre, mais qui s'inscrit, bien sûr, dans la culture, disons, générale, la culture de tous les chercheurs, et par conséquent, il est amené à changer, donc, de sa vision du monde, de sa représentation. Parce que si certains refusent le changement, alors que le changement est l'essence de cet être chercheur. Donc, sans le changement, on ne peut espérer bien sûr, à aller plus loin, à agir sur les mentalités d'autrui. Totally agree with you, Dahia, when you evoke the idea that when we start changing something, we have to start by ourselves, because the change could not be achieved unless we change ourselves. So, because when we talk about visibility, open access, and this process of self-actualization on social media, that, according to Mahmoudi, should pass through 5 steps. I think that the self occupies an important role in this process. So changing his mentality, changing his way of thinking, changing his perception vis-a-vis to the social media, because the major problem is that resistance started with reluctance, and reluctance is the product of a prejudice triggered off by previous experiences of others. So when we change, we start with ourselves, we change ourselves, then we try to change the other's mind. It means that we are in a philosophy of framing the minds of others. Since we want to belong to a community, to have an impact on such a community, it means that we have to read the mentality of the other, situating ourselves, starting by changing what we should change in accordance with circumstances, with the loss and cost that we have already mentioned before, when I engage myself within a project, be it virtual, occupying a space on the net, on the web, sorry. So I have to establish my objectives, what I want to do, and what to gain, what I'm going to gain. And this is the most important thing at this level. But the steps that you have developed before, and the last step is the most important, but we should work on these 5 steps automatically. It's not automatically, but in an autonomous way. Then we work on the 5 steps as a whole to achieve the desired goal, which is how to be influential on a scientific community and on a community with no knowledge about a particular subject, mainly academic research,
But the most point I think that we have ignored till now is the ethical issues relevant to the e-publication, e-reputation, constructing plural identities, one identity. This is another issue that could be developed in another symposium, but it's this level at the net, at the different platforms. We have different identities on the basis of different males. It means that we are different persons, different researchers on the basis of electronic or virtual identifiers. But the most important thing, I think, at this level, we should make an analogy. We should reflect an analogy between what is called the non-fungible tokens in relation to visibility and open access. And I think Taibi is more knowledgeable in this field. You can add other details in that. L'analogie entre droit d'auteur conventionnel et jetons non fongibles suscite des problèmes liés à l'éthique et à la déontologie. Mohamed Yassine Taibi, nous vous écoutons sur la question. Je vous remercie. Parler de monde virtuel, c'est déjà parler d'un monde qui se construit à l'image d'une société qu'on peut qualifier de naturelle. Donc dans le monde virtuel, on a tendance à s'approprier les idées, les pratiques et les concepts du monde réel qui existait bien avant l'apparition de ce qu'on appelle maintenant la virtualisation sur les réseaux sociaux, sur le réseau Internet en général. Surtout à l'ère du web 3.0, sinon 4.0 avec la robotisation, etc. Alors, parler du monde virtuel veut dire aussi parler d'une propriété à l'image de ce qui se passe dans les sociétés humaines. Propriété qui exige avoir une sorte de titre de propriété qui prouve qu'on est bien en possession de nos publications sur les réseaux sociaux ou en général sur le réseau Internet. Ces actes de propriété, on les trouve sous une autre appellation sur les réseaux, sur le réseau Internet, qu'on appelle les jetons non fongibles. Donc ces jetons non fongibles constituent une sorte d'actes de propriété enregistrés sur ce qu'on appelle les blockchains. Ces blockchains permettent de déjà identifier le propriétaire. On entend parler de nos jours parfois des tweets vendus à plusieurs millions de dollars, des publications, disons, peu signifiantes, ou pour être plus précis, disons que des publications qui sont un peu virtuelles plus que réelles. Plutôt, ils sont complètement virtuels. Alors, ces publications sont possédées par des gens qui détiennent ces GNF qui sont inscrits sur les blockchains. Alors, comment ça se fait qu'un simple tweet, un simple commentaire est déjà une propriété à l'image de ce qui se passe dans les sociétés humaines, dans le temps où on doit voir ce phénomène de propriété dans les réseaux de publication scientifiques. Donc, la propriété dans les réseaux de publication scientifique, ça existe bel et bien. Mais ça existe d'une manière un peu différente. Les titres de propriété sur les réseaux sociaux, plutôt sur les réseaux de publication scientifique, sont en quelque sorte similaires au titre de propriété sur les réseaux sociaux, mais ça suscite un problème, qui est la pérennisation de l'information sur le réseau. Donc, pour pérenniser l'information, des chercheurs, bien sûr, dans une perspective pluridisciplinaire, ont abouti à trouver ce qu'on appelle les DOI, qui permettent d'identifier la personne qui possède
la publication, la chose possédée. Alors, ces DOI permettent une identification. La possession, généralement, ça suppose une identité stable. Donc, identifiée, mais comment? C'est la question que je pose. Donc, ça suppose une identité stable ou une identité qu'on peut qualifier d'univoque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de parler de plusieurs personnes qui possèdent une chose, sinon, dans un cadre bien limité, disons juridiquement, si on peut avancer un tel terme. Alors, face à cette situation, les internautes, notamment les utilisateurs des réseaux sociaux, dans le contexte d'études universitaires ou de recherche scientifique, se trouvent en position de clients-consommateurs. Clients-consommateurs de produits possédés par l'autorité. De par la présence dans leur quotidien, des publications émanant des pages sociaux diverses, des pages de réseaux sociaux divers, de personnes à identité numérique ou virtuelle. Il y a une certaine clarification qui s'impose ici, parce que quand on parle d'identité numérique et virtuelle, ça ne renvoie pas au même concept. Donc quand on parle d'une identité virtuelle, ça peut être réel comme irréel, mais une identité numérique, elle est stable, comme c'est le cas de leur kit que vous avez évoqué, Madame Mohnichi. Donc, les internautes, dans cette situation, développent une familiarité avec les publications qui surgissent à eux d'une manière constante. Ce qui veut dire que celui qui possède la publication, d'une manière ou d'une autre, il va garder un lien constant avec sa cible, et par la suite, sa publication, ça va devenir de plus en plus, c'est-à-dire ça va avoir de la valeur. Avoir une valeur qui doit être inscrite elle-même sur ce qu'on appelle les blockchains. Ce phénomène constitue un enjeu auquel il faut pallier pour les maisons d'édition, notamment les maisons d'édition électroniques, sinon numériques. Je vous remercie. Je vous remercie. Notoriété, merci d'en parler, Mohamed Yassine Taibi. J'ajouterai branding et nouvelles pratiques qui requièrent un nouveau plan d'action en matière de marketing. Quelles en seraient les nouvelles stratégies? Hossein Al-Ghadban, nous vous écoutons. شكرا مسيو بوخالفة. فيما يتعلق بالبراندينغ، لماذا البراندينغ هو الخيار الأفضل في مثل هذه الحالات؟ عندنا ثلاثة أسباب مختلفة، اللي هي أولها الكرسي الفارغ أو امتشار البراندينغ يساعد في ملء هذا الفراغ بطريقة معينة بالناس الكفاء في هذا المجال. السبب الثاني وهو براندينغ يساعد في إقناع الأساتذة الذين يمكن أن نسميهم أنتي سوشيال ميديا في استعمال هذا النوع من استراتيجيات التسويق، لأن هذا النوع يمكننا من خلق الصورة التي نريد إعطائها للجمهور. هذا مما يساعد الأساتذة الذي لديهم بعض التحسسات من مواقع التواصل الاجتماعي في تكوين صورة معينة الذي يريدونها وإعطائها للجمهور في هذه المواقع الاجتماعية. وعندنا سبب ثالث وهو مساعدة الجمهور في مساعدة الباحثين والأساتذة في إيصال أعمالهم العلمية إلى الجمهور. في مثل هذه الحالات تستعمل استراتيجية البراندينغ، وهي في الأساس استراتيجية تسويق، ولكن بمميزات أكثر من استراتيجيات التسويق الأخرى. لماذا؟ لأن عند استعمال البراندينغ يمكننا كما ذكرت سابقا صنع صورة معينة
التي نريد أن يرانا من خلالها الجمهور. ولماذا يتميز البراندنج عن الاستراتيجيات الأخرى؟ البراندنج يعتبر من استراتيجيات التسويق طويلة المدى، حيث يتم وضع مجموعة من القواعد الأساسية من أجل تشكيل هذه الصورة، وهذه القواعد تستمر لمدة طويلة من الزمن. وهذه القواعد تضمن لنا تحديد معايير معينة للصورة التي نريد أن نقدمها للجمهور. على سبيل المثال، عندما نقوم بوضع أو بنشر بحث علمي أو مشاركة في ملتقى علمي، نقوم بوضع مثلا علامة أو كما يعرف باللوغو الذي يمثل المؤسسة الأكاديمية التي نتبع لها. مثل هذه الأشياء تعطي روح معنوية ومصداقية للأعمال التي نضعها. على سبيل المثال، عندما نرى الأشخاص الذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التسويق لأنفسهم كخبراء في المجال، مع أنهم لم يقوموا بأي أعمال بحثية أكاديمية أو علمية تذكر في المجال، نجدهم التركيز الذي يستعملونه في التسويق هو لنفسهم مرتكز على شخصهم الذاتي، لا ينتموا إلى مؤسسة أكاديمية، لا يظهر المؤسسة الأكاديمية التي يتبعونها، لا يضع محتوى علمي 100%. مثل هذه الأشياء التي يمكن استغلالها من أجل إعطاء مصداقية أكثر للباحثين العلميين لترويج لبحوثهم العلمية وإعطائها صبغة أو شكل أكاديمي وعلمي أكثر مقارنة بالأشخاص من الناحية الأخرى. فيما يتعلق بهذه الحدود، بهذه المعايير التي ذكرناها، هي وضع مثلا الإسهامات التي تم القيام بها من قبل الباحث في مختلف المنصات التواصل الاجتماعي. يفضل استعمال تسجيلات الفيديو والصور التي تحتوي على محتوى أكاديمي وعلمي من أجل إعطاء مصداقية أكثر للهوية الإلكترونية التي يستخدمها الباحث من أجل التسويق لأعماله، يمكن وصفها بالتسويق لأعماله العلمية والتسويق لنشاطاته العلمية. من خلال اتباع هذه الاستراتيجية يمكننا التقليل وملء التقليل من تأثير الشخصيات التي يمكن أن نصفها بالخبراء المزيفون، والمساهمة في نشر والتوعية من أجل نشر وتوعية الجماهير فيما يتعلق بالبحث العلمي والأعمال العلمية. من قبل استعمال هذه الاستراتيجية هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتم القيام بها والتي نقترحها من أجل ضمان نتائج جيدة من البراندنج واتباع استراتيجية البراندنج. خطوات تتمثل في 4 نقاط. 4 نقاط نبدأها بالأخلاق العلمية، لأن البراندنج يعتبر سيف ذو حدين، يمكن استعماله في الخير يمكن نستعمله في الشر. الأخلاق العلمية جزء لا يتجزأ من مسار المهني لأي باحث أو أستاذ جامعي. المعيار الثاني هو ضمان وجود هوية إلكترونية في جميع المنصات، كانت أكاديمية أم منصات اجتماعية. الأكاديمية مثل ريسيرش جيت، أكاديمية جوجل سكولر كما ذكرتم الأستاذة، ومنصات اجتماعية مثل فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تويتر، تويتش، سناب شات وما إلى ذلك.
النقطة الثالثة والتي تعتبر نوعا ما مهمة هي يفضل استعمال أو تبني أساليب معاصرة نوعا ما واستخدام لغة بسيطة. لماذا يتم استخدام لغة بسيطة؟ استخدام لغة بسيطة من أجل الوصول إلى مجموعات مختلفة من الجماهير، لأن هذه المنصات الاجتماعية تحتوي على كمية هائلة من الجماهير ويمكن تقسيمها لمجموعات مختلفة. فيفضل استعمال لغة بسيطة لأن معظم من سيتم استهدافهم من هذه الاستراتيجية لا يعتبر خبراء في المجال، بل أشخاص يريدون أن يتعمقوا في المجال. فلهذا يفضل استعمال لغة بسيطة وعدم استعمال لغة تقنية 100% من أجل عدم تكوين رهبة لدى الجمهور من المجال. النقطة الرابعة تتمثل في أهمية تحديث الهوية الإلكترونية مع كل نشاط أكاديمي وعلمي يقوم به الباحث، كان نشر بحث علمي أم قيام بملتقى علمي أم بالعمل على مشروع علمي. يجب أن يتم تحديث الهوية الإلكترونية للباحث. مثلا عندنا على سبيل المثال باحث كان يشتغل في مركز أبحاث إكس ألف، وقام بتغيير مركز الأبحاث بعد 2 أو 3 إلى مركز أبحاث باء. يجب على البحث دائما تحديد الهوية الإلكترونية مع جميع الأحداث التي تحصل في مسيرته العلمية. عندما يتم القيام بهذه النقاط الأربعة يمكننا أن نستعمل استراتيجية البراندنج من أجل الحصول على نتائج ملحوظة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي متمثلة في ملء الفراغ في منصات التواصل الاجتماعي، تكوين صورة التي يريدها الباحث أن يراه من خلالها الجمهور. وهذه تساعدنا أيضا مع الأساتذة والباحثين الذي لديهم عائق فكري أو أخلاقي مع منصات التواصل الاجتماعي. وثالثا تمكن هذه الاستراتيجية من إيصال المحتوى العلمي والأكاديمي للجمهور، لأن هذه منصات التواصل الاجتماعي تسهل علينا العثور على الأوراق البحثية والأعمال العلمية، وأيضا تسهل علينا تسويق مثل هذه الأعمال والتعريف بالأشخاص الذين يقومون به. وشكرا. Madame, Monsieur, je vous remercie pour ces interventions qui ont permis de développer et de discuter une problématique importante, celle liée à l'émergence d'une nouvelle catégorie de chercheurs qui est devenue plus visible et de fait plus influente, parfois, hélas, se substituant à des chercheurs qui font un travail de haute qualité aussi. Je finis donc sur une note traduisant ce syncrétisme des pensées plurielles émanant de ce symposium. Je vous remercie, messieurs, dames.